A one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Toute la hype du basket américain est de retour sur Sport en France. Bonjour à tous, on va passer 52 minutes à parler basket US et notamment des playoffs avec un homme qui, depuis qu'on l'a laissé, est devenu tout simplement sélectionneur national de basketball 3-3 LN. C'est Angelo Tsakarakis. Salut Angelo. Salut. C'est le coach Angelo. Oui, maintenant tu vois, j'ai du mal à m'y faire. De joueur Angelo à coach Angelo, tous les jeunes m'appellent coach, maintenant ça fait bizarre. Bon, tu restes près du basket, félicitations à toi. J'ai une petite question tout de suite. Yanis, dans ta sélection ou pas? Si j'avais le droit ou si j'avais la possibilité, oui. Je pense qu'il serait numéro 1 dans toutes les sélections mondiales, mais on va peut-être essayer de miser peut-être le plus jeune des 4 frères. Ah ok. Et encore, ça va être compliqué. Ok, bon félicitations, on va suivre Merci. ton aventure. En face de toi, un homme qui a pris à peu près 10 cm de tour de bras depuis qu'on l'a laissé. Moi, j'avoue, je suis Et bien là. c'est Jean-Claude Moika. Salut Jean-Claude. Ouais, ça va quoi les amis, prise de masse, tout ça, 103 kilos, c'est pour les États-Unis en fait. Bon, bah, très bien. Content de t'avoir, on sait qu'en plus l'actualité est chaude. Oui, pour toi, c'est bien, ça se passe bien, je suis content. Là, je joue dans ma pièce de théâtre, on a prolongé jusqu'en mai, il y a des tournages qui se font, on est partout, c'est cool. C'est cool, bon. On peut dire qu'il est en place. Il est en place. Exactement. Il est en place. Transition toute trouvée. On va du côté des États-Unis parce qu'on a deux journalistes experts de NBA qui sont présents avec nous. Il y en a un qui est du côté de New York. Il aurait aimé d'ailleurs suivre les Knicks en playoff. Ça va pas être le cas. C'est Antoine Bancharel. Salut Antoine. Salut. Bah oui, les Knicks confirment, hein, c'est la pire équipe du 21e siècle, le moins de défaites en saison régulière. Voilà, donc il continue au moins dans la lancée. Hein, ça. Bon, content de t'avoir avec nous. On sait que tu as beaucoup de travail. Hein. Il y a Boston pas loin, Philadelphie pas loin, les Raptors aussi. Tu es très impliqué. Je sais pas si tu es au courant. Ah, ok. Bon. Tiens, on va rester du côté de New York, puisque non loin de toi, on va aller voir un peu plus tard dans l'émission un jeune homme qui s'appelle Emric Parker, un insider, hein, c'est un peu notre Antoine de Maximi à nous, qui, voilà, au travers de l'œil de sa caméra, va nous faire un petit peu découvrir les États-Unis, New York et toute la communauté américaine. Donc restez bien sûr avec nous, ça arrive très vite. Mais avant d'aller voir Emric, on va du côté de la conférence Ouest et du côté Ouest des États-Unis, voir Melo et l'accueillir d'ailleurs. Melvin Carsanti est avec nous. Salut Melvin. Eh ben écoute, salut Sylvain, salut Ebi, salut JC et bonjour monsieur le sélectionneur, ravi d'être invité. Bon, voilà, l'équipe est réunie. On va passer un peu de mon temps ensemble, à 52 minutes. On y va sur le programme, messieurs, parce que c'est très complet encore. Hein. On va attendre que notre chef d'édition, Lucien, nous lance tout ça. Et puis, on y va. Donc, au programme, on va parler dans la rubrique Hype ou pas Hype des Lakers et des Spurs qui ne sont pas en play-off. Une première, messieurs, depuis très longtemps. Le coach Greg Popovich, du coup, éliminé en play-in. Est-ce que lui a dirigé son dernier match avec les Spurs, hein. Les finalistes pour les trophées de l'année sont tombés. Dans la chronique fraîche, on l'a dit avec Emric Parker, on ira du côté de New York et du côté d'Harlem, quartier très prisé et qui représente aussi beaucoup de joueurs NBA et pas que. Hein. Beaucoup de street ballers sont présents du côté d'Harlem. Evan Fournier, qui parle beaucoup hein, sur Twitter, a parlé de l'absence de Nicolas Batum pour l'Eurobasket. On sait que les calendriers Eurobasket, NBA, c'est très compliqué à faire coïncider. Donc on va discuter de l'éclat d'Evan. Et puis on aura un focus, les playoffs. Quelles équipes peuvent prétendre arriver en finale NBA, voire prendre le titre. Puis on aura une discussion dans le French Corner avec Rudy Gobert, qui est donc en play-off avec le Jazz, qui connaît quelques petits soucis, notamment sur le statut et son rendement. Voilà pour le programme complet et studieux. C'est studieux, hein, c'est dense. Studieux. C'est dense, c'est studieux. On y va, messieurs, pour la première rubrique de cette émission. Hype ou pas hype, c'est parti. Hype ou pas hype, la rubrique news de l'émission, messieurs, je vous donne une info et vous me dites si elle vous hype ou pas. Donc comprenez par ce terme si elle vous intéresse ou si elle vous semble complètement hors de propos. On y va pour la première, ça concerne donc les Lakers et les Spurs, pas qualifiés donc pour les play-in et donc pas pour les playoffs. C'est une première depuis 26 ans. Messieurs, est-ce que ça vous hype ou pas l'absence de ces deux équipes? On fait un petit tour de table et après on développe. On commence par Angelo. C'est plutôt hype. C'est plutôt hype? C'est plutôt hype. Ok. Je développe pas. Après. Ouais, Ça marche? Ouais.
Antoine, hype ou pas? L'absence de ces deux équipes en playoff. C'est hype, il faut en parler. Mais ça vient... Ok. Melvin? Absolument pas hype du tout. Absolument pas hype, ça t'intéresse pas de parler des Spurs et de l'absence des Spurs et des Lakers? Ah si, ça m'intéresse, mais soit hype. Ok, ça marche. Moi, je comprends ce qu'il veut dire dans le terme parce que ça nous énerve. Je pense que ça l'énerve. Donc, c'est trop hype même. C'est trop Il faut hype. qu'on en parle tellement c'est très grave ce qui se passe. Très grave. Très grave. Très grave. Voilà. Ok. Surtout par rapport aux Lakers. Je ne veux pas développer, sinon je vais casser la table. Bon, on va en prendre avec Angelo. Angelo, dis-nous pourquoi c'est hype? Je pense que c'est hype et je vais pas faire long parce que ça dénote un peu d'un changement de garde en NBA. Ok. On voit les Grizzlies qui viennent pointer le bout du nez en haut de la conférence. On voit un renouveau des Minnesota Timberwolves. Ouais. Voilà, il y a les Phoenix Suns qui redorent le blason 2 années de suite où ils affichent un des tout meilleurs bilans de la NBA. Cette année, le meilleur bilan de la NBA. Donc c'est bien, il faut aussi qu'il y ait un peu de changement. Il faut que les grandes franchises continuent à se remettre en question. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop assis sur leur réputation, sur leur prestige. Donc là, ils ont pris une claque dans le menton. Ok. Et ils vont devoir se remettre en question. Et c'est pas plus mal pour le visage Là, de la quoi, NBA. il percute. Ouais, Tyson 91, hein. Ouais, c'est un hypercute pour toi, Ah carrément? oui. Surtout, encore Les les Lakers Spurs, surtout, ouais. parce que Les les Lakers. Spurs sont bien battus, ils sont allés en play-in. Et les Lakers, c'est une catastrophe économique. J'ai l'impression d'être en 2008. C'est très grave. On va parler des play-in dans quelques minutes. On vous donnera d'ailleurs la définition de ce terme et en quoi ça consiste pour ceux qui découvrent la NBA et qui ne connaissent pas forcément toutes ses arcanes et son fonctionnement. Antoine, dis-nous tout. L'absence des Lakers et des Spurs en playoff, hype ou pas hype? C'est forcément hype, encore une fois, parce que c'est un sujet dont on va forcément aller un petit peu en profondeur. Ce que je trouve grave, c'est du côté des Lakers, c'est qu'effectivement, quand tu as 3 superstars, que tu as un Big Three, que tu n'arrives même pas à ne serait-ce qu'aller en play-in, ça va quand même un petit peu loin dans les bas-fonds, on peut le dire. Maintenant, pour les Spurs, bon, il l'a bien dit Jean-Claude, quoi, quand on va quand même au play-in, ça va. On sait que la culture de l'organisation est quand même beaucoup plus saine. Ils ont eu à gérer pas mal de situations un peu compliquées aussi. Non pas que les Lakers n'en vaillent pas, mais ils avaient tellement plus de ressources. Donc bon, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a les deux franchises les plus opposées, quoi, la plus Hollywood et la moins Hollywood, qui se retrouvent pas en playoff, mais pas pour les mêmes raisons. Mélo, pas hype, hein. Je te relance pas dessus. On va aller directement sur la deuxième news. Donc ça concerne Greg Popovich, le coach donc, des Spurs. Le coach des Spurs qui donc n'est pas qualifié en playoff. Pareil, une première depuis quelques saisons pour lui, mais qui pourrait peut-être avoir dirigé pour la dernière fois les Spurs. Greg Popovich, c'est quand même 73 ans aujourd'hui. Et on lui a posé la question, justement à l'issue de l'élimination de son équipe des Spurs en playoff, est-ce que vous avez coaché peut-être votre équipe pour la dernière fois? Et la réponse, on va la voir en image. Cette question, il l'a jugée inappropriée. Voilà, donc je l'ai lu. Pour vous, est-ce que c'est hype ou pas hype de penser que Greg Popovich peut avoir dirigé pour la dernière fois les Spurs? Hype, parce que il y a un parallèle à faire avec d'autres légendes du sport américain. Ah, ok. Tu développeras tout de suite. Je sais que tu as beaucoup d'idées là-dessus, à ton sourire. Allez, Antoine, hype ou pas hype, Angelo, notre ami Greg Popovich, Greg Popovich, dernier match avec les Spurs. Toujours hype parce qu'en fait, ses prises de parole sont bonnes, quoi. Quand il dit c'est pas approprié, c'est qu'en gros, il veut pas être le focus, il veut que ça reste sur le groupe, sur l'organisation, sur les joueurs. Et il a absolument raison de le faire comme ça, surtout quand on voit les tours, farewell tour, donc je sais plus comment dire en français, mais en gros les adieux de certains joueurs, etc. Et tout. Lui, il est là, non, mais c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. Donc pour le coup, très très bonne décor. Mélo, donne-nous ton avis sur un potentiel départ de Greg Popovich. On en parle, c'est pas une info, c'est vraiment une discussion ouverte qu'on a autour du cas de Greg Popovich. Ouais, pour moi, c'est hype également. D'une façon égoïste, j'ai envie qu'il reste parce que ça reste un des meilleurs entraîneurs de la NBA. Il a beaucoup à apporter à la NBA. Après, si on pense à son âge, comme tu l'as dit, 73 ans, peut-être qu'il a fait ce qu'il avait à faire et il pourrait ne pas être le coach, mais rester dans un rôle de front office aux Spurs pour aider son ou sa successeur l'année prochaine. Alors, avant d'aller en discuter avec Jean-Claude, on peut peut-être montrer le palmarès
impressionnant de Greg Popovich. Et il y a quand même 5 titres NBA. Il y a plus de 1355 matchs remportés. C'est le premier coach de l'histoire à avoir remporté autant de matchs en NBA, saison régulière et playoff compris. Messieurs, vous me corrigez si je dis des bêtises. 3 fois coach de l'année. Et puis, il y a un titre de champion olympique là, acquis récemment avec Team USA. Donc, quand on parle de Greg Popovich, c'est une légende quand même du basket. Et on pourrait accroître ce nombre de victoires, puisqu'il a semé la connaissance dans tellement de techniciens de qualité au sein de la NBA qu'on pourrait presque lui donner une partie du crédit de la victoire de tous ces entraîneurs à succès qui ont fait partie de son staff, qui ont appris auprès de lui. Ça a toujours été dans cette culture Spurs, justement, de former. C'est une école de basket, c'est une académie de basket, et pas juste les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Monty Williams, notamment, est passé sous les ordres de Greg Popovich. Steve Kerr, oui, pour lequel Greg Popovich est un mentor. Et Ime Udoka aussi, coach de Boston, aussi, qui fait des bonnes choses avec Budenholzer. Il y a énormément de coachs qui sont passés sous les ordres de Greg Popovich. Tu me poses la question ? Je vais te poser la question, je vais changer un petit peu l'angle. Qu'est-ce qu'il a encore à prouver, Greg Popovich ? Pourquoi il continuerait ? Non, mais ça a déjà les fêtes. Il n'y a plus rien à prouver, on sait c'est qui. Mais il ne part pas, pourquoi il va partir ? Il reste ici. Il faut que j'aille, il reste avec nous. Tu ne pars pas, Greg. Il est terrible. Moi, franchement, quand j'ai vu qu'ils sont tous partis, les Duncan, les Ginobili, les Parker, j'ai dit, il est dans une galère monstre. Il va devenir fou. Il va aller entraîner une équipe à Bourg-en-Bresse. Et je vois attention, j'ai joué à Bourg-en-Bresse. Attention. Non, mais dans le sens, nos amis, mais bien sûr, on les adore. On les adore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a tellement une aura extraordinaire que je me suis dit, il va finir 12e du championnat. Et je vois ça joue. Il a réussi à sortir des Dejounte Murray, les Derek White avant qu'ils partent et tout. Il doit rester. C'est un putain d'entraîneur. Excusez-moi des gros mots, mais quand je n'avais pas entendu parler de... Moi, j'étais pas bien là. Là, j'ai failli demander de l'eau à quelqu'un. Il reste. S'il reste pas, je vais aller le chercher, il va rester. Calme-toi, Jean-Claude, c'est pas une info. Oui, mais je sais, mais tu vois, c'est des rumeurs comme ça commence. On peut devenir diabétique. Hein. Bon, selon nos infos, il devrait rester une saison de plus. Confirmez-moi, messieurs, aux États-Unis, si on se trompe pas, mais il devrait peut-être faire une ultime saison à la tête des Spurs. Donc, on devrait le revoir en octobre, voire novembre. Il nous passe une Phil Jackson, après il part commander, genre il monte au-dessus, quoi. C'est possible. Bon, on le voit peut-être encore rester pas loin de la ouais, en tout cas, quand je le vois sur le banc, il a toujours la même passion. Tu le vois dans ses yeux, dans son body language. Il doit rester. De toute façon, je vais l'appeler demain. Tu l'appelles ? Je te parlais d'un parallèle avec les légendes du basket, du sport américain. Ouais. Tu penses à Brett Favre, tu penses à Tom Brady, tu penses à tous ces grands qui sont vieillissants, qui tirent un peu la patte, mais qui au final ont encore tellement à donner à leur sport. Et tant qu'ils ont la motivation, j'ai envie de dire... Mais comme on dit, ce sont du beau vin, vin. Après, on se pose aussi la question de savoir comment terminer une carrière. Ouais, il faut terminer en haut ou est-ce qu'il faut s'accrocher jusqu'à ce qu'on puisse plus respirer, quoi. En fait, je pense que c'est tout à chacun. De choisir. Voilà, et surtout son ressenti. Okay. S'il y a une lassitude, il faut partir. S'il y a encore l'amour de la transmission, l'amour de la préparation au quotidien des matchs et tout ça, et pourquoi s'arrêter ? Le jour où il n'arrivera plus à crier, là, il partira. Pour l'instant, il crie très bien, moi, je l'ai vu. Hein. Ah bon, c'est vrai qu'il est encore très très vocal, notre ami. Avançons, troisième news, messieurs, elle concerne les meilleurs employés de l'année en NBA. La liste des 3 finalistes a été révélée il y a quelques heures maintenant. On peut vous la donner. On va commencer par les rookies. Les rookies de l'année. Donc les meilleurs débutants. Les meilleurs débutants, merci. Merci Angelo. Scottie Barnes, Cade Cunningham et Evan Mobley donc font partie des 3 finalistes. On peut enchaîner, je crois qu'on enchaîne avec les coachs de l'année ensuite. C'est bien ça, Taylor Jenkins, coach de Memphis, Eric Spoelstra, Miami et Monty Williams des Spurs donc sont nominés. Des Suns. Des Suns, pourquoi je dis des Spurs ? L'appartenance à Popovich. Tu vois, je t'ai dit, l'ADN Popovich. Les Suns. Le meilleur Tyler Hero, voilà. Pour les meilleurs 6e hommes, Tyler Hero, Cam Johnson et Kevin Love. Donc le 6e homme, joueur non titulaire, mais qui a beaucoup de responsabilités au sein d'une équipe. Ok, donc là, c'est les finalistes pour le MIP, donc Darius Garland, j'ai encore son nom. Ja Morant et Dejounte Murray. Ça va faire plaisir à Jean-Claude. Voilà, on peut s'arrêter déjà sur cette liste-là, puisque était dans les discussions un petit peu ici et là, un certain Jordan Poole. Draymond Green notamment avait cité et nommé Jordan Poole dans cette liste. Si Jordan Poole n'existe pas... Moi je dis Jordan. Hein.
Eh ben, il n'y est pas. Donc on va poser la question à Melo d'ailleurs. L'influence et l'impact de Jordan Poole sur les Warriors cette saison, méritait-il d'être dans la liste des 3 MIP? Évidemment qu'il mérite d'être dans la liste, c'est scandaleux. Je pense qu'on va parler un peu plus tard, je crois, de la déclaration de Draymond Green. Il y a un besoin d'avoir, je pense, une définition plus claire de ces awards, parce qu'on a Ja Morant qui est dans la course pour le MVP, on a Darius Garland qui a été All-Star cette année, DeJounte Murray qui a été All-Star cette année, et ces 3-là étaient déjà très forts la saison dernière, alors que Jordan Poole était en G-League, donc dans la ligue de développement de la NBA, il y a 1 an. Et il a vraiment explosé pour remplacer Steph Curry, pour remplacer Klay Thompson cette saison. Et là, si vous avez vu les 2 premiers matchs contre Denver, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Donc, c'était son trophée, il l'a pas, tant pis, ça va le motiver pour la suite des playoffs. Le trophée de meilleur défenseur de l'année vient d'être décerné à Marcus Smart. On peut voir la liste des 3 finalistes malgré tout. Rudy Gobert, le Français, était dedans et ils étaient tous les 2 accompagnés de Mikal Bridges des Suns. Rudy Gobert ne fait pas la passe de 4. Marcus Smart est un fort défenseur, référencé depuis maintenant quelques années en NBA. Rudy Gobert ne méritait pas d'être quand même élu. Non, mais le bas blesse en fait. Pour moi, le bas blesse parce qu'il n'y a même pas Bam Adebayo dans cette liste. Et c'est surtout, on en parlait un petit peu en coulisses avec Melo, c'est qu'il y a eu ce buzz médiatique, cette thématique, ce storytelling qui a, entre guillemets, envahi la toile, les réseaux sociaux, et je pense que les gens se sont laissés influencer dans le vote parce que Marcus Smart, très bon défenseur certes, mais est-ce qu'il a fait une meilleure saison que Bam Adebayo du Miami Heat, que de Rudy Gobert ou Mikal Bridges qui est dans la meilleure équipe de la NBA et pas pour rien? Voilà, le bas blesse un petit peu pour moi. Bon, ça fait parler, c'est plutôt hype. Avançons messieurs, on a une dernière liste à vous montrer, et non des moindres. MVP, les 3 finalistes pour le MVP cette saison. Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo. J'ai un mot pour Melvin. Retour de 2 intérieurs quand même, parmi les meilleurs joueurs de la saison. Est-ce que c'est une nouveauté en NBA, le retour des big men parmi le top de la NBA? Retour, oui et non, parce que Jokic est MVP en titre, donc il a gagné le titre de MVP la saison dernière. Par contre, c'est vrai qu'on a dans une ligue qui est de plus en plus tournée vers la vitesse, vers le tir à 3 points, on a des joueurs qui sortent du lot, et des intérieurs comme Embiid, comme Jokic. Giannis, on peut aussi se demander, c'est pas vraiment un extérieur, c'est pas vraiment un intérieur, c'est vraiment quelqu'un qui peut tout faire. Donc la ligue va d'un côté zig et certains joueurs zag et ils ont du succès, donc tant mieux. Mais c'est vrai que l'histoire se répète. Donc les cycles de la NBA se répètent et on est en train de voir peut-être le retour des big men. Est-ce que ces joueurs-là ne transcendent pas justement les 2 positions? Parce que ce sont des pivots avec des fondamentaux d'arrière. Oui, polyvalent. Ils sont super polyvalents. Embiid shoot à 3 points aussi bien qu'un ailier. Jokic est efficace, il tourne à... Ils ont dû s'adapter, Angelo. Il y a quelques années, c'était plus hype d'être un poste 4 ou 5. Tout à fait. Mais c'est justement peut-être pour ça que comme ils allient la puissance et la dureté près du cercle, mais aussi ce talent de capacité. Du temps, Ouais. Exactement. Bon, la NBA, de toute façon, va continuer à révéler les vainqueurs de chaque catégorie là, dans les jours à venir. Et puis, on reviendra bien sûr analyser tout ça ensemble. On va poser la question à Jean-Claude. Est-ce que tu connais New York, Jean-Claude? Je suis allé un jour là-bas. Voilà, je suis parti. Donc, je connais très très bien New York. Donc, tu connais très bien New York. L'aéroport. Bon, et ben, Emric va te faire découvrir les arcanes du Bronx. C'est parti. Emric Parker, Antoine de Maximi, on choisira un petit peu son surnom plus tard. Il déambule dans les rues de New York pour aller à la rencontre de la communauté de basket aux États-Unis. On va se lancer avec lui dans un inside du côté du Bronx. C'est parti. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue à New York, welcome to New York City.
actuellement à Harlem, là où j'habite depuis plusieurs années. Cette chronique très fraîche vous permettra de comprendre davantage la culture américaine tout autour du sport, parce que ici, les 4 sports majeurs, on recèle de secrets, recèle d'histoires et d'anecdotes, et j'essaierai tout au long de ces petites chroniques hebdomadaires de vous apporter mon point de vue, mais également une vision décalée sur l'Amérique que l'on ne connaît pas forcément. Comprendre l'Amérique d'hier, ça permet de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui, comment elle impacte la société américaine, et ce sera sur Sport en France, dans Hype, avec toute la team Hype, et moi en direct de New York, ton guide préféré, Aymeric, le guide préféré de ton guide préféré. Nous sommes sur la 155e rue, tout au nord de Manhattan, à Harlem. Et ce terrain magnifique, qui a été restauré il y a quelques mois par la National Basketball Player Association, aura vu dans les années 70, dans les années 80, des joutes incroyables entre joueurs de rue et joueurs professionnels. KD, Kobe Bryant sont venus ici plus récemment. Mais le Rucker Park, ça permet de comprendre l'essence même de cette mecque que représente New York aux yeux des États-Unis et aux yeux du basketball. Le logo des parcs de New York avec cette feuille mythique, mais un terrain qui regorge d'histoire, un terrain que tout basketteur se doit de venir fouler. Au pied du Rucker Park, un énorme pont qui relie le sud du Bronx à Harlem, et comprendre que le South Bronx et Harlem sont vraiment les villes jumelles qui ont permis l'essor de la culture populaire hip-hop ou basket, c'est comprendre que cette culture noire, elle est vraiment très présente ici. On en est fiers. Allez, caméra embarquée, Harlem est à nous. Je voulais passer ici pour te montrer ce joli graphe de Yes Weekend avec Obama, qui est en reflet avec Martin Luther King juste en face. La culture afro-américaine, bien évidemment à Harlem, on est au cœur de cette histoire afro-américaine. Harlem, c'est la capitale artistique, culturelle de tous les Noirs d'Amérique. Ces Noirs d'Amérique qui, dans les années 10 et les années 20, auront effectué ce qu'on appelle la grande migration, the Great Migration, qui aura vu tous les Noirs du Sud, puisqu'il faut comprendre que avant les années 1900, 90% des Noirs des États-Unis habitaient dans le sud des États-Unis. Et à la fin de l'esclavage, en 1865, par le père Abraham Lincoln, eh bien, tous ces Noirs qui auront l'Amérique Jim Crow face à eux préféreront monter vers le nord pour toutes ces opportunités de travail. Et donc les villes comme Détroit, Baltimore, Washington, Philadelphie ou New York verront la population afro-américaine enrichir de leur culture et de leur savoir-faire les rangs des villes du Nord-Est. En espérant que cette dose d'États-Unis t'aura fait plaisir pour la semaine, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt sur Hype, sur Sport en France. Bon, j'ai insisté sur le Bronx, hein. Vous avez vu, on est passé Harlem, Bronx, voilà, on y était. Hein. Ah, on y était au cœur. On est au cœur de New York. Je connais pas New York, moi je suis resté un jour. Un jour, et voilà, il faudra que tu m'expliques alors. Je vais t'expliquer. Ok, ça roule. Sujet très intéressant d'Aymeric, on aura ses chroniques toutes les semaines. Aymeric va se balader et nous faire découvrir donc, les États-Unis, hein, parce que lui aussi bouge. Il nous donne un soupçon, il faut lui donner du love. Hein. Vous allez le suivre sur Instagram, c'est toujours savoureux. Hein. Ce qui est bien, c'est en plus il nous motive, il fait son cardio pendant le. J'ai envie d'aller à la salle grâce à lui là. Franchement, Aymeric, merci. Antoine, on dit que New York est la mecque du basketball. Toi qui vis à New York ou non loin de New York, est-ce que tu peux nous confirmer tout ça? C'est clair qu'il y a une ferveur qui est quand même très particulière à New York pour ce sport. Comme l'a expliqué Aymeric, ça a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale, en gros, hein, les années 50-60. Il y a des joueurs qui émergent, il y a cette culture de jouer sur les playgrounds, effectivement, qui vraiment prend son essor. C'est très bien raconté dans plusieurs ouvrages, notamment When the Garden Was Eden, pardon, bon, je me trompe. Faudra que je revienne dessus. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le basket de rue a vraiment apporté toute une autre culture autour du basket et qui en plus s'est conjugué derrière à la professionnalisation. Donc on avait ces joueurs, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar, qui étaient passés par là, qui ensuite deviennent professionnels et la NBA take-off s'envole vers vraiment des hauts cieux. Et donc ça a vraiment permis de créer toute cette culture, cette émulation.
Et bon, pendant les années 90, les Knicks ont bien joué. Après, il y a eu pendant les années 2000 où non seulement il n'y avait pas les Knicks qui étaient forts, mais en plus, il n'y avait pas trop de joueurs issus de New York qui faisaient un petit peu les grandes affiches sur la NBA, donc du coup, les grands titres, pardon. Et donc, du coup, on a commencé à se poser la question, est-ce que vraiment c'est toujours la mecque du basket? Puis maintenant, quand même, il y a des joueurs comme Kemba Walker, comme Kyrie Irving, etc., qui sortent vraiment de New York et qui remettent un petit peu l'honneur sur l'école de basket que peut être le basket de rue et sur l'émulation comme ça sur une ville de certains joueurs qui sont poussés par toute une population. Et donc, même si, par exemple, les Knicks ne sont vraiment pas performants du tout, on l'a déjà dit, il y a toujours une ambiance très particulière au Madison Square Garden qui représente un petit peu cet écrin. C'est un petit peu la boîte noire, quoi, si on devait comparer dans un parallèle avec la Mecque, justement. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort. On va rester du côté de New York et Evan Fournier, hein, qui était invité à s'exprimer dans la presse, et notamment avec toi, Antoine, dans le débat de la semaine. C'est parti. Jamais avare, Evan Fournier, quand il s'agit de donner son avis, hein, c'est ce qu'on appelle un très très bon client. Et Evan Fournier, on va sortir un petit peu du scope NBA, mais vous allez voir qu'on va y revenir très très vite. Nando De Colo, qui est passé par les Spurs, ne sera pas à l'Eurobasket 2022. Nicolas Batum vient de déclarer également forfait. Et ça a fait réagir Evan Fournier, qui s'est exprimé donc dans les colonnes du journal L'Équipe, du journal L'Équipe et pas du magazine. Je n'ai pas mon mot à dire, mais je trouve dommage qu'il se projette avant même les playoffs. C'est quand même le capitaine de l'équipe de France. Voilà la réponse d'Evan Fournier qui comprend à demi-mot ou pas, voire pas du tout, le retrait de Nicolas Batum. On donne un petit peu de contexte au moment où Nicolas Batum annonce son retrait ou son forfait de l'équipe de France, au moins pour cette année. Il est encore en course pour être qualifié en play-off. Depuis, ils sont éliminés. Donc c'est vrai que le timing de son annonce pose un peu question, puisque maintenant, il va avoir 4 à 5 mois pour pouvoir éventuellement recharger les batteries et être disponible pour l'équipe de France. On continue avec Antoine sur le contexte de l'interview d'Evan. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus? Quel était son état d'esprit derrière cette phrase? Est-ce qu'il était vraiment sur le recul, voire un petit peu surpris de la décision de Nicolas Batum? Ou est-ce que, finalement, c'est une phrase un petit peu qui ne prête pas forcément à conséquence? Tu l'as dit, de toute façon, Evan parle sans filtre, donc il parle comme il le ressent sur le moment. Là, il venait juste de sortir de la exit interview avec les Knicks. Donc, en gros, c'est le bilan que font les joueurs avec l'équipe et particulièrement avec le coach, où il y a une session donc, de groupe et puis après une session individuelle avec qui ils peuvent échanger sur le bilan de l'année, comment ils se projettent un petit peu sur la prochaine. Donc là, Evan venait juste de refermer en gros le chapitre Knicks, sur lequel on est beaucoup revenu dans l'interview, notamment d'un point de vue très individuel. Et puis, il se projette sur la suite, qui est l'équipe de France. Et Evan est un très gros compétiteur. Il veut absolument retrouver justement ce sel de la compétition, etc. Pour lui, c'est très important, tous les rendez-vous avec l'équipe de France. Pour Nando, vu qu'il leur avait dit au moment, juste après la finale des JO, il se disait « Ok, d'accord, le gars, on a vraiment besoin pour qu'il nous dise ça au moment où on vient quand même de finir médaille d'argent olympique. » Mais pour Nico, il ne l'avait pas vu venir. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'était très frais. On l'avait appris juste quelques jours avant. Donc, il réagit comme ça de manière un petit peu spontanée. Mais je n'irais pas à dire que ça crée une inimitié ou quoi que ce soit. C'est juste la réaction sur le moment. Derrière le propos, quelle était la tonalité, la prise de position d'Evan? Angelo, moi je voudrais que... moi je lis entre les lignes. Hein. Voilà, et que tu nous expliques un petit peu. Tu as été joueur pro avec des choix justement entre activité et repos à faire. Nous, on a été habitués à un Tony Parker qui est venu chaque été en équipe de France défendre le maillot. Est-ce qu'entre guillemets, Tony Parker nous a mal habitués? Bon, ça c'est une question un petit peu il nous a bien habitués. Mais est-ce que pour le coup... on est dans un autre contexte aujourd'hui avec Nicolas Batum. Les contrats sont peut-être déjà un peu plus importants. La densité aussi du championnat, c'est peut-être un petit peu élevé. La compétitivité, est-ce qu'il faut mieux gérer les temps de repos qu'on le faisait il y a encore quelques années? Les temps de repos, il les a là. Et je partage entièrement la position d'Evan. C'est pourquoi se prononcer avant même d'avoir obtenu une qualification pour les playoffs? On sait que les Clippers... C'est le timing pour toi qui pose problème. Déjà. Parce que pour moi, même si Nico avait une envie
de repos, une envie de simplement faire ce break nécessaire parce que la santé mentale et aussi le renouveau est important pour pouvoir repartir dans un cycle. Nico, il n'a pas fait de break, il a fait beaucoup de travail pendant l'intersaison pour se relancer. On savait qu'il a eu un moment difficile en NBA où il n'était plus trop voulu et tout ça. Il a retrouvé un rôle au premier plan au niveau des Clippers. Moi, le problème que j'ai foncièrement avec ça, c'est que donne-toi le temps de la réflexion. Il y a une médaille à aller chercher. Evan, c'est le compétiteur qu'on connaît, mais c'est surtout un joueur qui court après cette médaille d'or européenne. Il n'a pas cette médaille qui le mettrait au panthéon de l'équipe de France au même titre qu'un Tony Parker, qu'un Boris Diaw et consorts. Il a sa médaille olympique, comme les a les Fred Weiss, Ciara et consorts et Antoine Rigaudot. Mais il n'a pas cette médaille en championnat d'Europe qui pourrait lui permettre, quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, situé parmi les meilleurs. Voilà, donc il se dit, les gars, vous êtes en train de me lâcher au moment où on a une équipe qui a les moyens d'aller chercher cette médaille. Ouais. Et c'est vrai, c'est véritablement le cas. L'équipe de France, surtout pour un championnat d'Europe, à l'heure actuelle, est candidate à la couronne. Donc sans Batum, qui est le capitaine et un des meilleurs joueurs de cette équipe, un des stabilisateurs, ça fait mal. Alors justement, cette leçon de capitaine, ce sera la dernière question, parce qu'on a déjà pas mal de retard. Melvin, c'est peut-être la première fois de l'histoire de l'équipe de France qu'un capitaine déclare forfait finalement. Est-ce que le statut de capitaine ne contraignait pas Nicolas Batum à au moins réfléchir un peu plus longtemps, ou voire même à être présent? C'est difficile à dire. J'ai un peu un problème avec le débat, en fait. Je comprends tout à fait les propos d'Evan, je comprends les propos d'Angelo aussi. Mais après, j'ai envie de nous poser la question de qui sommes-nous pour leur demander d'être là tous les étés. Il y a un moment donné, c'est aussi des êtres humains avant d'être des basketteurs. Il a eu une petite fille il n'y a pas très longtemps, il a envie de passer du temps avec sa fille. Je veux dire, c'est pas non plus la fin du monde. Je comprends sur le timing, sur l'aspect sportif, que oui, on peut se demander, on peut se dire que oui, il devrait être là pour la France. Il a été là tous les étés depuis qu'il a 19 ans. Et à un moment donné, pour moi, faire un break d'un été, et on parle de la réflexion, peut-être qu'il a déjà pris la réflexion et qu'il il y pensait, et au final, il a pris sa décision. Moi, ce qui me dérange plus quand on parle du timing, c'est qu'a priori, il était en contact avec Vincent Collet, le coach de l'équipe de France. J'imagine avec Boris Diaw, qui est le general manager de l'équipe de France. Et eux aussi ont été surpris de cette décision. Moi, c'est plus ça qui me dérange, en fait, le fait que le sélectionneur l'a découvert comme nous à travers la presse. Après, au niveau de l'impact sur l'équipe de France, évidemment, ça va être négatif, mais ça donne aussi une opportunité pour les jeunes de se développer et d'avoir cette expérience des grandes compétitions. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Bon, pas de problème, pas de débat, pas de discussion. Non, mais nous, on réagit. Si tu veux, j'analyse l'esprit d'Evan, qui est très similaire au mien en tant que compétiteur. Je ne suis jamais rassasié. Okay. Les médailles, on n'a qu'une carrière, on n'a qu'un certain nombre d'années. Mélo, toi qui as en gros, ce qu'il dit, c'est touché du doigt le haut niveau. Tu l'as touché du doigt le haut niveau. On posera après quoi. Et donc c'est ça le truc. Quand tu as touché le doigt le haut niveau, tu sais très bien que les années sont comptées et combien d'opportunités de jouer des finales, de gagner des titres. Et donc quand tu as une équipe avec des joueurs d'impact en NBA tels que Evan, Rudy et Nicolas et les joueurs d'Euroleague qui sont pléthores pour les Français, c'est quand même dommage. Voilà. Bon. Pas de rififi entre les deux. Non, de toute façon, on aura une belle équipe à présenter pour le prochain Eurobasket. Bien sûr, ça, c'est une certitude. Messieurs, on va parler playoffs ensemble dans le focus de la semaine. C'est parti. C'est les playoffs en NBA. 8 équipes ont réussi à exister pour être qualifiées donc, dans cette phase finale. Les playoffs, c'est une phase finale qui amène les équipes vers le titre NBA. On va peut-être vous présenter d'ailleurs les 8 équipes qualifiées par conférence, conférence Est et conférence Ouest. On peut les voir. Alors, on a pour la conférence Est, Philadelphie, Toronto, Milwaukee, Miami, Brooklyn, Chicago, Boston et Cleveland. Et du côté de la conférence Ouest, on a les Suns, la Nouvelle-Orléans, Denver, Dallas, Golden State, Utah, Minnesota et Memphis. Avant de rentrer, messieurs, dans ce qui pourrait être pour vous votre série hype du premier tour, on va regarder nos pronos, puisque l'idée, c'est de savoir pour vous qui peut prétendre à être en finale NBA, qui peut prétendre à être champion NBA et qui pourrait être MVP. Alors, pour Antoine et Angelo, c'est à peu près les mêmes pronos. Donc, ce serait un Suns-Bucks avec les Suns champions et je crois que c'est Devin Booker, MVP. Pour Melvin Carsanti, les Suns et les Bucks.
et donc les Bucks champions avec un Giannis MVP pour moi. C'est les Warriors qui seraient donc en finale contre les Bucks avec un Warriors champion et un Steph. On n'est plus en 2015. et pour Jean-Claude, avec une magnifique photo, les Suns contre les Bucks avec les Suns et Chris Paul. MVP, messieurs, on ne va pas discuter de ça, on en discutera quand vous aurez tort, ok? Je pense que c'est le meilleur moment de le faire. Allons peut-être sur la série Hype, on a très peu de temps malheureusement, on va commencer par Angelo, ta série Hype du premier tour et ton joueur à suivre dans la foulée. Si je me souviens bien, j'avais dit Memphis contre les Timberwolves. Exactement, donc on fait à l'ouest. On va faire à l'ouest, donc Memphis contre les Wolves. Ouais, contre les Wolves, et je voulais voir un peu comment allait se comporter Karl Anthony Towns, qui est le franchise player et le meilleur big man shooter de l'histoire, selon ses propres termes. Qui est pas mal, d'ailleurs. Qui a mis un poster, il a postérisé, mis un dunk stratosphérique sur la tête de je ne sais même plus qui, tellement j'étais... choqué. Hypé, exactement. Mais c'est une série indécise, c'est une série excitante à regarder. Les Wolves sont venus avec la lame entre les dents. Ils vont repousser les Grizzlies dans leur retranchement. Ça va réveiller Ja Morant. Donc le spectacle est au rendez-vous et c'est exactement ce qu'on attend pour des playoffs. On a les stats de Morant et de Karl Anthony Towns. Morant sur le match 1. On aura peut-être un peu de retard quand vous verrez ce programme. Mais match 1 de Morant, c'est quand même très très sérieux. 32 points, il y a 4 rebonds et 8 passes. Et Karl Anthony Towns, c'est 29 points, 13 rebonds et 3 passes décisives. Ton joueur à suivre? J'avais dit Karl, voilà. Ça marche. Karl Anthony Towns. Allez, on y va pour Jean-Claude. Ma série là? Ouais, ta série Hype. Agréablement surpris par Boston, Brooklyn. Brooklyn? Ouais, le final là c'était très très fort. C'était très très fort et puis j'ai envie de voir comment Boston, je pense qu'ils peuvent vraiment bousculer Brooklyn parce que Kyrie Irving il m'énerve, il sait qu'il est trop fort. il le sait. Kyrie Irving qui parle un peu au public de manière un peu particulière. Ouais, il sait qu'il est trop fort, et j'ai envie qu'il se fasse botter le cul un peu. Ok. Et le final du game 1 était très bien, mais j'ai beaucoup aimé aussi le début de série entre Phoenix et la Nouvelle-Orléans parce que je pensais que la Nouvelle-Orléans allait se prendre une véritable déculottée sur le game 1, mais ils sont bien revenus sur les 2 derniers cartons. Mais le problème, c'est Chris Paul. Et je pense que Chris Paul va être un très gros problème pour tous ceux qui vont l'affronter. Là, il est beaucoup trop fort. Ok, tu le vois MVP des finales. Ouais. Donc là, en fait, toi... tu sais, j'ai l'impression, en fait, quand il arrive en NBA, il était fort. Et il est toujours plus fort. Il ne s'arrête jamais, tu vois. Comme un LeBron James. Bientôt 37 ans, Chris Paul. C'est vrai que c'est très fort. Très, très, très fort. Il score, il n'a pas joué, à sa décharge, il n'a pas joué beaucoup de matchs de playoff. Donc c'est vrai qu'il goûte à ça et il a faim. Il a goûté une finale. Ça s'est joué un peu. Là, il l'a prouvé, ils ont fini, c'est le meilleur record là qu'ils ont fait avec les Suns là. Ouais. Il l'a fait quand il était à New Orleans, il l'a fait quand il était aux Clippers, il l'a fait quand il était au Thunder. C'est un méchant garçon. Eh ben, regarde les stats. Regarde les stats d'ailleurs de Chris Paul. C'est quand même, et puis facile, si tu regardes le match, les 30 points qu'il met, c'est facile. Il y a un dernier carton, Game 1 toujours, qui est de très très haut niveau pour Chris Paul. On va rester du côté de la conférence Ouest avec Melo pour ta série Hype du côté ouest des États-Unis. Ouais, je vais faire vite parce que moi aussi c'est Grizzlies Timberwolves. Alors plus du côté, vu qu'Angelo a parlé de Minnesota, je vais parler de Memphis. Pour moi, la question c'est les Grizzlies sont plus dans ce rôle d'outsider qu'ils avaient la saison dernière. Ils sont 2e à l'ouest, donc ils ont ce costume de favori à endosser. Et donc moi je suis curieux de voir comment ils vont pouvoir assumer ce rôle. Et également leur jeu, et quand on arrive en playoff, il y a plus de jeux sur demi-terrain. Ils sont 22e seulement attaque sur demi-terrain et ils prennent très 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 peu de tirs à 3 points. Ils ne sont pas super adroits, donc j'ai envie de voir comment ils vont pouvoir ajuster leur jeu au playoff. Et puis tu veux que j'enchaîne sur mon joueur à suivre, oui, s'il te plaît, ouais. Alors mon joueur à suivre, c'est Monsieur Jordan Poole. J'ai eu l'occasion d'être au Chase Center hier pour voir le match 2 entre les Warriors et les Nuggets. Et on a un Jordan Poole qui avait fini la saison en trombe. On l'a dit, qui aurait dû être sûrement meilleure progression de l'année. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il va pouvoir justement garder ce rôle. On a Steph Curry pour l'instant qui sort du banc parce qu'il est de retour de blessure. J'imagine que lors du match 3, Steph va reprendre son rôle de titulaire. Donc, je suis curieux de voir comment est-ce que Jordan Poole va pouvoir se réhabituer à ce rôle de 6e homme. Quand Klay Thompson est revenu, il avait eu du mal. Donc, j'ai envie de voir si ça va être les mêmes ajustements
ou s'il va continuer sur sa lancée, surtout face à une équipe de Denver qui a beaucoup de mal en défense. Poole aux œufs d'or qui a 29,5 de moyenne quand même sur 2 matchs, on ne l'attendait pas à ce Je peux niveau. poser une question à Melo. Allez, Melo, toi, tu penses pas que Poole, il peut rester dans le 5, même si Clay il est là au 3e match? Steph, D'en sortir un... si Steph- Ouais, oui, Steph, il vient. Genre mettre un Wiggins sur le banc, impossible? Je pense que c'est une décision que Kerr va devoir prendre. Je ne pense pas que Klay Thompson ira sur le banc. Non, pas Je pense Clay, que pas non plus. celui qui pourrait peut-être aller sur le banc, c'est Andrew Wiggins, mais ça voudrait dire... en fait, la question, c'est est-ce que Steve Kerr veut débuter avec Kevin Looney, le poste 5, face à Nikola Jokic pour un peu protéger Draymond Green, ou est-ce qu'il veut commencer petit, et quand on dit petit, c'est-à-dire le 5 à 3 arrière avec Steph Curry, avec Jordan Poole, avec Klay Thompson et avec Andrew Wiggins. Il faut défendre un petit peu, mettre des points c'est très très bien, mais en playoff on peut aussi gagner des matchs en défendant. Donc ça peut déséquilibrer un petit peu la chose. On va observer de toute façon la série Denver Warriors et les évolutions de Steve Kerr notamment. On écoute Antoine pour ta série Hype du côté de la conférence Ouest, ton joueur à suivre, et puis tu peux aussi transiter directement du côté de la conférence Ouest si tu as une série qui t'intéresse. Donc à l'Est, pour moi, forcément, c'est la série entre les Nets et les Celtics. Elle a déjà débouché sur un match 1 qui était absolument incroyable. Là, elle va enchaîner donc mercredi soir. Ensuite, ça revient ici pour le week-end. Vraiment, beaucoup de hype ici, clairement, parce que c'est 2 équipes où il y a des stars, il y a de l'enjeu, il y a de l'histoire du côté des Celtics. Et on sait que voilà, c'est un petit peu l'ogre, enfin l'épouvantail plutôt, à l'Est. Les Nets, pas peu d'équipes voulaient tomber sur eux. Maintenant, peut-être que finalement, les Celtics sont excessivement bien armés pour pouvoir les contrer. Parce qu'en fait, si Kyrie et Kevin Durant ne font pas le match parfait et qu'en plus, c'est un peu un supporting cast qui quand même apporte quelque chose, on voit que les Celtics peuvent s'en sortir même si un ou 2 joueurs flanchent quelque part l'adresse ou quelque chose comme ça. Ils ont une très très bonne défense, c'est la meilleure. C'est certainement pour ça aussi que Marcus Smart a reçu le trophée. C'était presque plus pour récompenser la défense de Boston que juste lui, même s'il y a aussi toute une narration qui a été créée autour de lui. Mais du coup, ouais, ça va donner de toute façon des matchs normalement plutôt de haut vol, avec une vraie intensité. On l'a vu quand les Celtics chez eux ont réussi à prendre 15 points d'avance dans le 3e quart-temps. Les Nets ont réussi à revenir, notamment avec Kyrie Irving qui a un moment fait un 8-0, qui a mis ce panier à 3 points qui aurait pu faire gagner Brooklyn. Donc du coup, vraiment, on s'attend vraiment à plein de moments comme ça, de vrais affrontements, de moments un petit peu clés. Et puis l'ambiance, évidemment, autour de Kyrie à chaque fois qu'il est au TD Garden. Alors, Antoine, je sais que tu voulais parler des Mavs et du Jazz dans ta série Hype du côté de la conférence Ouest. On va le faire, si tu le veux bien, dans le French Corner. Restons du côté de la conférence Ouest. Jean-Claude dit quelques bêtises et il me déconcentre. Je dis la vérité surtout. Parlons surtout de Rudy, qui est dans sa 9e saison NBA, 3 fois meilleur défenseur de l'année, 3 fois All-Star, qui avait fini un petit peu la saison régulière de manière un petit peu chafouin. Il n'était pas forcément satisfait du statut et surtout du fait qu'on le considère aussi un petit peu dans ses capacités à jouer en attaque. Qu'en est-il en play-off? On va voir d'ailleurs ses stats. On va pas les revoir, on va aller voir ses stats de Rudy Gobert. En attaque, c'est très faible. Malheureusement pour lui, il y a 6,5 points de moyenne sur 2 matchs. Par contre, il y a 17 rebonds et il y a 0,5 passes. Antoine, on reste avec toi. La série, oui, mais le statut de Rudy Gobert dans cette série, est-ce qu'on va avoir besoin d'un Rudy Gobert offensivement présent pour que le Jazz puisse espérer quelque chose dans ses playoffs? Justement, c'est pour ça que moi, elle m'intéresse, cette série, parce que a priori, aucune des 2 équipes va aller au bout, donc c'est pas tellement pour l'intérêt sur la suite ou quoi que ce soit. C'est plutôt que déjà, du côté du Mavs, il y a quelque chose d'intéressant avec ce qu'a fait Jason Kidd sur sa première année, sur cette équipe qui est très forte en défense, qui a un génie offensif avec Luka Doncic qui n'était pas là au match 1, ce qui ouvre du coup un petit peu plus la porte au Jazz et rend la série plus compétitive. Permet de vraiment d'organiser cette attaque des Mavs, pardon. Et donc, voilà, moi, je trouvais ça un petit peu intéressant, mais vraiment, l'enjeu pour moi, c'est effectivement, est-ce que le Jazz va imploser? Et du coup, qu'est-ce que ça représente pour la suite de la carrière de Rudy Gobert? On va en parler. Parce que
s'il devait y avoir sortie de route prématurée, donc finale NBA hein, pour eux, leurs objectifs apparemment, s'ils devaient sortir avant d'atteindre les finales NBA, est-ce que c'est la fin de l'ère Rudy Gobert, Donovan Mitchell? Bah oui, c'est sûr, là, les rumeurs entre les deux qui se kiffent pas, possession, Donovan Mitchell qui fait jamais de passe à Rudy Gobert, alors que statistiquement, bon, on peut parler, mais oui, c'est sûr. Moi, je pense Rudy, en plus, il fait que de bouder. Il veut mettre des points, Rudy, il veut qu'on lui fasse des passes. Moi, quand tu regardes le match, j'ai envie de rentrer et lui donner un bonbon. Je dis, calme, il faut le consoler, Rudy, c'est pas gentil. Donc c'est sûr que là, s'il perd, il va dire, ouais, bah, c'est parce que vous m'avez pas fait de passe et ça va s'embrouiller. Et puis tout ce qui s'est passé cette année, c'est sûr que… The Last Dance, Rudy Gobert, si jamais ça devait mal se passer? Ouais, je pense qu'il y a ce manque d'alchimie au sein des Jazz pour pouvoir aller chercher plus loin. C'est-à-dire… il y a aussi eu la blessure hein, de Ingles qui a fait aussi, je pense, beaucoup de mal à cette équipe du Jazz parce que c'était un joueur qui donnait du liant à l'effectif. C'est un petit peu ce milieu de terrain du foot qui distribue les bons ballons, qui récupère des ballons. Cerveau. Oui. On parle de QI basket quand on parle. Tu parles de QI basket, tu parles aussi de ce joueur qui amène une certaine bonne humeur au sein du vestiaire, qui est étranger, qui se prend pas la tête, qui shoot quand il doit shooter, relie un petit peu qui fait les bonnes passes, qui joue à 2 à l'heure. Comme une vieille chaussette. Hein. Ouais, qui ressemble à rien, mais qui est trop forte. Si tu veux, il y a ça qui est allé dans le sens où ça pouvait apaiser certains problèmes. Et là, on met en exergue ce qu'a mentionné Jean-Claude, et c'était important de le dire. Statistiquement, tu vois que Mitchell ne fait pas de passe. Et à ce moment-là, comment tu joues avec les deux? Compliqué sur la relation entre Mitchell et Rudy Gobert. Rudy Gobert répondait à une question de Malika Andrews, notre consoeur d'ESPN, sur la brouille éventuelle qu'il pourrait y avoir entre les deux joueurs. On écoute Rudy Gobert. And we know that everything that happens within our team on the court, of the floor, of the court, is being looked at with a big scope, and people are looking for anything they can find to just try to divide us. And then, you know, for us, after what we've been through over the last few years and the COVID situation and everything, you know, we both aware of that, and we both, you know, that it's something that's not going to stop, and we gotta mute that noise, and we both have the same goal, is to win a championship here. Melvin, question courte et réponse courte. Est-ce que c'est une méthode couée, la réponse de Rudy Gobert, ou est-ce qu'il est sincère dans ses propos? Non, c'est la réponse diplomatique, c'est la réponse qu'il faut faire dans les médias. Après, je pense qu'en interne, il y a sûrement de la bonne volonté, mais je pense qu'on a deux joueurs. Le problème, c'est que Rudy a besoin des autres pour pouvoir être performant en attaque. Son impact sur le jeu, de par sa taille, de par la façon dont il plonge vers le cercle, est clé pour l'attaque du Jazz. Mais d'autre côté, Donovan Mitchell, lui, n'a pas besoin des autres. Il peut prendre la balle, jouer 1 contre 1 et prendre ses tirs, et c'est ce qu'il préfère. Donc je pense qu'il y a juste un décalage entre les deux, et s'il n'y a pas de résultat, je ne vois pas comment le Jazz peut continuer sur cette dynamique-là. Bon, on va observer le Jazz hein, dans ces playoffs. Ce ne sera pas sur Sport en France, mais vous pourrez peut-être trouver quelques images pour suivre un petit peu l'évolution de Rudy Gobert. Messieurs, il est déjà l'heure de nous quitter. Oui, ça passe tellement vite. Hein. On a encore pas mal de choses à dire. On va remercier Sport en France, toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à préparer cette émission. Lucien en régie notamment. Angelo, on sait que ton temps est compté. Le coach, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Le comédien, fan de NBA. À bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Je boude là, il faut qu'on parle à Sport en France, il faut qu'on reste ici 5 heures avec les Américains. On sera là peut-être encore la semaine prochaine si les gens veulent de nous. Merci beaucoup Antoine, merci à Angelo, merci à tous ceux qui ont aimé l'eau. Mais ouais, mais comme on est des Splipe Bros, il faut savoir, on va vous partager. Hein. Nous sommes les Splipe Brothers en honneur aux Splash Brothers des Golden State Warriors. Donc il y a Steph Curry et Klay Thompson, et il y a Melo et Angelo. Voilà, vous êtes au courant maintenant. Bonne hype des playoffs à vous et à bientôt. Ciao.